Mes parents ont dit que mon frère et sa famille allaient emménager chez moi et que mon avis n'avait aucune importance. Parce qu'ils l'avaient déjà décidé. J'ai toujours été le deuxième dans ma famille, jamais le préféré, jamais l'enfant prodige, juste Massia, le comptable. Mon frère Raphaël, en revanche, a toujours été la fierté de nos parents. Quand nous étions enfants, Raphaël recevait le vélo le plus récent tandis que je récupérais ses vieux vélos. Pour les anniversaires, il recevait des consoles de jeux vidéo coûteuses tandis que moi, je recevais des livres ou des vêtements. Au lycée, maman et papa assistaient à tous les matchs de football de Raphaël, mais ils ne sont venus qu'à une seule de mes compétitions de débat, la finale, que j'ai gagnée, d'ailleurs. Malgré cela, ils ont passé la moitié du temps à parler de la fierté que Raphaël en ressentirait. Le testament de grand-père a été la cerise sur le gâteau d'une vie entière de favoritisme. Raphaël a obtenu la grande maison de 4 chambres dans le meilleur quartier de la ville, tandis qu'on m'a laissé une modeste maison de 2 chambres en périphérie. Maman avait supplié grand-père de donner la grande maison à Raphaël. Je l'ai entendu un jour en train de lui parler, même si elle n'a jamais su que je l'avais entendu. « Papa, s'il te plaît, disait-elle, Raphaël aura un jour une famille, il a besoin d'espace. Massia se contentera de la petite maison. » Je ne me suis jamais plaint. Ils ont tout sauté de manière théâtrale et ont annoncé qu'ils avaient une grande nouvelle. « Nous avons décidé de vendre la maison », a dit Raphaël, tout sourire. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. « Nous allons investir dans une opportunité incroyable », a continué Amanda, en sautillant presque sur sa chaise. Le copain de Raphaël, Gustavo, a une start-up révolutionnaire et nous allons y entrer dès le début. Maman et papa ont applaudi, ravis. « Quelle merveille !» s'est exclamé maman. « Quel genre de start-up ?» ai-je demandé avec prudence. « C'est compliqué », a répondu Raphaël, d'un geste désinvolte de la main. Gustavo lance une plateforme technologique qui met en relation des investisseurs et des start-up. Ça va révolutionner le monde du capital risque. Nous allons gagner énormément d'argent, a ajouté Amanda. Gustavo prévoit un rendement de 300% dès la première année. 300%, ai-je répété en reposant ma fourchette. Ça a l'air louche. Écoutez, vous avez 2 jeunes enfants. Bianca n'a que 5 ans et Gabriel vient d'avoir 3 ans. Vous êtes sûr que vendre la maison est la meilleure option? Peut-être vaudrait-il mieux n'investir qu'une partie de vos économies. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Amanda a poussé un soupir bruyant, et Raphaël m'a adressé ce sourire condescendant que je connaissais depuis toujours. « Massia » a-t-il dit lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. « Je sais que tu veux aider, mais j'ai étudié la finance à l'université de Monte-Claro. Toi, tu es un comptable formé dans un institut communautaire. Je crois comprendre un peu mieux ce projet que toi. » J'ai serré les dents. Ce que Raphaël ne précisait jamais, c'est qu'il avait à peine réussi à obtenir son diplôme à Monte-Claro, tandis que moi, je suis sorti major de promotion et j'ai été promu 2 fois en 5 ans dans mon cabinet. De plus, a continué Raphaël, grand-père m'a laissé la plus grande maison pour une raison. Il a toujours su que j'avais l'esprit plus aiguisé pour les affaires. C'est exactement le genre d'opportunité qu'il aurait voulu que je saisisse. J'aurais pu lui dire à ce moment-là que grand-père ne lui avait laissé la grande maison que parce que maman le lui avait pratiquement supplié. J'aurais pu lui faire remarquer que grand-père, qui avait construit son petit patrimoine en économisant prudemment et en investissant de manière conservatrice, aurait été horrifié d'apprendre que Raphaël vendait sa maison pour investir dans une start-up technologique douteuse. J'aurais pu mentionner que Gustavo avait déjà échoué avec 3 start-up au cours des 5 dernières années. Mais à quoi bon? Raphaël était adulte. Lui et Amanda avaient pris leur décision. Et honnêtement, après une vie entière passée en 2e place, je n'étais pas particulièrement enclin à le sauver de lui-même. Tu as raison, ai-je dit en prenant une autre gorgée d'eau. C'est ta décision. Maman a souri fièrement à Raphaël. Nous sommes si fiers que tu prennes cette initiative, a-t-elle dit. Il faut du courage pour saisir une telle opportunité. Papa a hoché la tête. Ton grand-père aussi serait fier. Pendant le reste du dîner, Raphaël et Amanda ont discuté de tout ce qu'ils comptaient faire avec leur future fortune. Ils allaient voyager autour du monde, acheter une maison de vacances, mettre les enfants dans une école privée. Je suis resté silencieux, hochant la tête et souriant quand il le fallait. Pendant ce temps, je passais mentalement en revue mes propres projets de rénovation pour ma petite maison. Je rénovais chaque pièce petit à petit avec l'argent économisé grâce à mon boulot ennuyeux de comptable. Le mois dernier, j'avais fini la cuisine. L'étape suivante, c'était la salle de bain. 3 mois après ce dîner fatidique, j'étais dans ma salle de bain fraîchement rénovée, profitant d'une douche chaude sous ma nouvelle douche effet pluie, quand mon téléphone s'est mis à vibrer avec insistance. Au début, je l'ai ignoré, mais après le 5e appel consécutif, j'ai coupé l'eau et me suis enroulé dans une serviette.
J'avais 6 appels manqués de maman. Ce n'était pas bon signe. Je l'ai rappelé aussitôt, encore trempée, debout sur le sol de la salle de bain. Massia, Dieu merci, a-t-elle dit d'une voix tendue. Peux-tu venir à la maison? Ça concerne Raphaël. 1 heure plus tard, je garais ma voiture dans l'allée de mes parents et remarquai immédiatement quelque chose d'étrange. Une montagne de valises et de cartons entassés sur le perron. Avant même d'avoir pu frapper, la porte s'est ouverte à la volée et Bianca et Gabriel ont dévalé vers moi, me percutant presque les jambes. Tonton Massia, a crié Bianca. Maintenant, on va habiter chez mamie et papy. J'ai levé les yeux et vu ma mère, debout dans l'encadrement de la porte, l'air fatigué et harassé. Derrière elle, Raphaël faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, tandis qu'Amanda était assise sur le canapé, le regard figé sur l'écran de son ordinateur portable. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, même si j'avais déjà une bonne idée de la situation. Maman m'a fait entrer et a fermé la porte derrière nous. Raphaël et Amanda ont dû quitter leur appartement, a-t-elle murmuré. Le loyer était trop élevé. Ah, ils avaient donc déjà dépensé l'argent de la maison. Après l'avoir vendu, Raphaël et Amanda avaient immédiatement acheté une Tapax en graveleuil Porsche 911 rouge, totalement inutile pour une famille avec 2 petits-enfants. Puis ils avaient loué un appartement de luxe en centre-ville, et Raphaël avait quitté son emploi stable à la banque pour se consacrer à son investissement. Ils ont mis environ 500 000 $ dans le projet de Gustavo et dépensé les 100 000 $ restants pour la voiture et des vacances extravagantes aux îles, en laissant les enfants chez mes parents pendant 3 semaines. Gustavo dit que le premier trimestre est toujours un peu lent, a déclaré Raphaël à haute voix en terminant son appel. Il a forcé un sourire. Mais d'un moment à l'autre, ça va repartir. Je suis allé à la cuisine chercher un verre d'eau et mon père m'a suivi. C'est grave, ai-je demandé à voix basse. Mon père a poussé un soupir en passant sa main dans ses cheveux déjà clairsemés. Ils ont tout dépensé. Le loyer de l'appartement était de 4 000 $ par mois. Le paiement de la voiture en ajoutait encore 7 cents. Ils n'ont pas pu suivre. Et l'investissement. Le visage de mon père s'est assombri. Gustavo continue de dire qu'ils sont sur le point de faire un grand coup. Il a secoué la tête. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu Raphaël désespérément chercher du travail. Il a finalement trouvé un poste dans une concession automobile, un net recul par rapport à son ancien emploi à la banque, mais c'était mieux que rien. Pendant ce temps, Amanda essayait de faire comme si tout allait bien, publiant des photos soigneusement retouchées sur les réseaux sociaux. Mais ce n'était qu'une façade. La maison modeste de mes parents n'était pas conçue pour 6 personnes. Un soir, ma mère m'a appelé, l'air épuisé. « Massia, mon chéri, je déteste te demander ça, mais… » Elle a hésité. Nous avons un peu de mal à acheter à manger avec tant de bouches à nourrir, tu sais. Je savais déjà ce qu'elle voulait dire. De combien avez-vous besoin, maman? Oh, n'importe quoi nous aiderait, a-t-elle répondu rapidement. C'est juste un mois difficile. J'ai promis de faire un virement immédiatement et j'ai décidé d'envoyer 600 $, assez pour les aider, mais sans trop affecter mon budget. Quand je lui ai annoncé la somme, elle m'a remercié chaleureusement, même si j'ai perçu une pointe de déception dans sa voix. Elle espérait probablement davantage. Le mois suivant, j'ai reçu un nouvel appel. Et un autre encore. Les 600 $ sont devenus un virement mensuel fixe. Ça ne me dérangeait pas d'aider, mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que, malgré leurs problèmes financiers, Raphaël et Amanda gardaient toujours la Porsche. Les priorités, je suppose. Une nuit, je suis allé à la fête d'anniversaire de ma cousine Béatrice. Je pensais m'éloigner un peu du drame familial, mais je m'étais trompé. Ma tante Patricia m'a coincé près de la table des desserts. « Massia, mon chéri », a-t-elle murmuré en regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'entende, « comment fais-tu pour gérer tout ce bazar avec Raphaël ?» J'ai haussé les épaules. « J'essaie juste d'aider, Tati. » Tante Patricia s'est penchée vers moi. « Eh bien, tu devrais savoir que tes parents sont à bout. Ils aiment beaucoup Raphaël, bien sûr, mais avoir toute sa famille à la maison est un véritable fardeau. » Elle a pris une gorgée de son verre de vin avant de baisser encore la voix. Et entre toi et moi, ils ont un plan pour arranger les choses. J'ai senti mon estomac se nouer. Quel genre de plan? Ils veulent que Raphaël et sa famille emménagent chez toi. J'ai failli faire tomber mon assiette. Quoi? Ta mère trouve cela logique, vu que tu vis seul dans une maison de 2 chambres. Je suis resté interdit pendant que tante Patricia me serrait le bras avec compassion. Je me suis dit que tu devais le savoir. Ce n'est pas juste qu'ils fassent des projets dans ton dos. La fête a continué autour de moi, mais je n'en avais presque plus conscience. Je ne pensais qu'au culot de tout cela. Non seulement ils projetaient de me demander d'héberger Raphaël et sa famille,
mais il préparait déjà le terrain pour que je finisse par abandonner ma propre maison. En rentrant chez moi, mon esprit tournait à 100 à l'heure. Je savais précisément ce qui m'attendait, les manipulations émotionnelles, la pression familiale, le fameux « ce ne sera que pour un temps », qui, d'une manière ou d'une autre, deviendrait permanent. Et une fois que Raphaël et sa famille s'installeraient, ce serait moi qui paierais les factures, nettoierais derrière eux, et éventuellement renoncerais à mon propre foyer. Non. Pas cette fois. Je n'allais pas les laisser abuser de moi encore une fois. En arrivant chez moi, je me suis servi un verre de vin et je me suis assis à la table de la cuisine pour réfléchir. Quand j'ai terminé mon verre, j'avais déjà un plan. Le lendemain matin, je suis entré à l'improviste dans le bureau de mon patron, Daniel. Il a levé les yeux de son ordinateur, surpris. « Massia, tout va bien. » Je suis allé droit au but. La place est-elle toujours libre au sein de la succursale de Monterrey? Daniel s'est adossé à son fauteuil et m'a observé attentivement. C'est un poste senior, Massia. Il implique plus de responsabilités, un nouvel environnement, un grand changement. Je suis prêt, ai-je répondu fermement. Je travaille depuis 5 ans dans cette entreprise. J'ai toujours dépassé mes objectifs. Mes évaluations de performance sont impeccables et je suis tout à fait qualifié pour ce poste. Daniel a hoché la tête, pensif. Eh bien, je ne veux pas te perdre ici, mais... Il a esquissé un sourire. Tu serais parfait pour ce poste. Je vais faire quelques appels. Il a fait une pause. Le travail démarre dans 4 semaines. Ça te laisse assez de temps pour tout préparer. Parfait, ai-je confirmé, faisant déjà mentalement mes calculs. Aussitôt sorti du bureau de Daniel, j'ai appelé mon amie Anna, qui travaille comme agente immobilière. J'ai besoin de vendre ma maison au plus vite. Je suis allé droit au but. Eh bien, ta maison est dans un quartier prisé et tu as fait de belles améliorations. Elle a réfléchi un instant. Si on fixe un prix attrayant, on pourrait avoir des offres en moins d'une semaine. Mais, Massia, tu es sûr de toi? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie, ai-je répondu avec détermination. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon. Anna a fait des merveilles, et en seulement 5 jours, nous avons reçu 3 offres concurrentes. J'ai accepté la plus élevée, 285 000 $, soit 45 000 $ de plus que ce que j'avais payé il y a 4 ans. Pas mal pour une petite maison. Pendant ce temps, j'ai commencé à chercher des appartements à Monterrey, près de la succursale où je travaillerai. Le marché immobilier là-bas était plus abordable que dans ma ville, et j'ai trouvé un magnifique appartement, une chambre dans un immeuble moderne, avec salle de sport et terrasse sur le toit, pour 220 000 $. J'ai fait une offre immédiatement et entamé le processus d'achat. Pendant tout ce temps, je n'ai rien dit à ma famille. Maman m'a appelé 2 fois, d'abord pour me remercier du virement mensuel, puis, d'un ton faussement décontracté, pour me demander si j'étais libre pour un dîner le samedi suivant. « On a quelques petites choses à discuter avec toi », a-t-elle dit, essayant de sonner indifférente. « Bien sûr, maman », ai-je répondu, sur le même ton. « Je serai là. » J'ai engagé une entreprise de déménagement pour emballer et transporter la majeure partie de mes affaires vers un garde-meuble à Monterrey, prévu la veille du dîner familial. Je n'ai laissé chez moi que ce qui tenait dans 2 valises, des vêtements pour quelques semaines, mon ordinateur portable et quelques objets personnels. Le jour après l'enlèvement de mes affaires, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse au centre-ville. C'était un peu bizarre de dormir dans un lit superposé, entouré d'inconnus, mais ça n'allait durer que quelques jours. Il ne me restait plus que 3 jours avant mon vol. Le samedi soir, je suis allé chez mes parents pour la dernière fois. Je me suis garé un peu plus loin pour qu'ils ne voient pas que ma voiture était remplie de mes dernières affaires. En marchant sur le chemin familier menant à la porte, j'ai pris une profonde inspiration. Ce serait l'affrontement que j'avais évité toute ma vie. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire crispé. « Massia, c'est bien que tu sois venu. On allait justement passer à table. » À l'intérieur, l'ambiance était tendue. Mon père était assis en bout de table, l'air mal à l'aise. Raphaël et Amanda étaient aussi là, l'air faussement accueillant, voire condescendant. Les enfants n'étaient pas en vue. Nous avons échangé quelques banalités avant que ma mère ne pose enfin sa fourchette et n'aborde le sujet. « Massia, mon chéri, on voulait justement te parler de ta maison. »« Quoi, à propos de ma maison ?» ai-je demandé d'un air innocent. « Eh bien, » a continué ma mère, prenant ce ton persuasif qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que je me sacrifie pour Raphaël. « Ton père et moi avons réfléchi et on pense qu'il serait logique que Raphaël et sa famille s'installent chez toi quelque temps, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. » J'ai regardé Raphaël, qui fixait son assiette. Amanda me regardait attentivement, avec un petit air de défi dans les yeux. « Pour combien de temps ?» ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Raphaël a haussé les épaules. « On ne sait pas encore.
Mais les choses commencent à s'arranger avec l'investissement. Gustavo dit que le grand tournant peut arriver à tout moment. J'ai dû me retenir de rire. 3 mois plus tard, et il s'accrochait toujours à cette illusion. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, ai-je rétorqué, la voix plus tendue que je ne l'aurais voulu. Ma maison est assez petite, elle n'a que 2 chambres. Tu pourrais prendre la plus petite et leur laisser la chambre principale, a suggéré ma mère avec empressement. Ou peut-être séjourner chez un ami quelque temps, juste le temps que tout rentre dans l'ordre. J'ai ouvert la bouche pour protester, puis je me suis ravisé. À quoi bon? Dans quelques jours, je ne serai plus là, et rien de tout ça n'aurait d'importance. Mieux valait les laisser croire qu'ils avaient gagné. J'ai poussé un grand soupir, laissé mes épaules retomber en signe de reddition. D'accord, ai-je dit d'un ton neutre, quand est-ce que vous voulez emménager? Ma mère a paru surprise, s'attendant à plus de résistance. On pensait au week-end prochain. Ça te va? Oui, ai-je dit en repoussant distraitement la nourriture dans mon assiette. Je suppose que je vais commencer à emballer quelques affaires. Raphaël et Amanda ont échangé des regards triomphants. Ma mère avait l'air soulagée. Mon père évitait toujours de me regarder dans les yeux. Le reste du dîner est passé comme dans un brouillard. Maman, papa, Raphaël et Amanda se sont mis à tout planifier. Quels meubles garder, lesquels mettre en stockage, comment mon bureau pourrait devenir une salle de jeu pour les enfants. Je n'ai pratiquement pas touché à mon assiette. Je me suis contenté de répondre par des monosyllabes quand on m'adressait la parole. Après le dessert, je me suis levé. Je dois y aller, j'ai beaucoup à faire avant le déménagement. En sortant, je les entendais encore parler à voix basse, suffisamment fort pour que je perçoive ce qu'ils disaient. Je te l'avais dit qu'il accepterait, a murmuré ma mère. Massia a toujours été raisonnable. On devrait l'aider à emballer ses affaires, a demandé mon père. Pas la peine, a répondu Amanda, indifférente. La plupart de ces trucs peuvent rester dans le garage. Il n'a rien de valeur de toute façon. On aura besoin d'un nouveau canapé, a ajouté Raphaël. Celui qu'il a, il me détruit le dos. J'ai refermé la porte derrière moi, les laissant à leur projet. Ils m'avaient déjà rayé de l'équation, envisageant de s'approprier mon espace, de remplacer mes affaires par les leurs, comme si je n'avais jamais existé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il ne restait plus rien à prendre. De retour à l'auberge, j'ai regardé mon téléphone, un message de ma mère. Merci de comprendre, mon chéri. Ton frère t'en est très reconnaissant. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un bref SMS à Anna pour m'assurer que tout était en ordre. Tout se passe parfaitement, a-t-elle confirmé. Les nouveaux propriétaires auront les clés jeudi matin. Le lendemain, je me suis levé tôt, j'ai quitté l'auberge et je me suis dirigé vers l'aéroport. Quand l'avion a décollé, m'emmenant vers ma nouvelle vie à Monterrey, j'ai senti un immense poids disparaître de mes épaules. Mon nouvel appartement serait prêt dans 2 jours, mon nouveau travail commencerait dans 1 semaine, et après l'achat du logement, il me resterait environ 65 000 $ de la vente de la maison, de quoi investir prudemment. Contrairement à certaines personnes de ma connaissance, j'avais appris à être raisonnable. Ma première semaine à Monterrey est passée en un éclair. Je me suis installé dans mon nouvel appartement, un loft moderne d'1 chambre, avec de grandes baies vitrées qui offraient une vue superbe sur la ville. Le quartier était animé, avec de petits cafés et des boutiques. Mon nouveau poste était assorti d'une voiture de fonction et d'une augmentation de 15% de mon salaire. Tout se déroulait comme prévu. Jusqu'au jeudi soir, exactement 1 semaine après mon départ. J'étais en train de déballer les dernières boîtes dans la cuisine quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. 27 appels en l'espace de 2 heures, 15 de ma mère, 8 de mon père et 4 de Raphaël, plus des dizaines de messages textes, chacun plus désespéré que le précédent. Je savais parfaitement ce qui s'était passé. C'était le jour où Raphaël et sa famille devaient emménager chez moi. J'imaginais déjà la scène. Raphaël arrivant avec un camion de déménagement plein de meubles et de cartons, frappant à la porte, et trouvant des inconnus vivant là, qui leur diraient qu'ils avaient acheté la maison 2 semaines plus tôt. Je me suis servi un verre de vin et je me suis installé sur mon nouveau canapé, hésitant entre répondre ou bloquer leur numéro. Avant que je ne prenne ma décision, le téléphone a sonné. C'était maman. Contre toute logique, j'ai décroché. Massia Eduardo Gutiérrez. La voix de ma mère était si forte que j'ai dû éloigner le combiné de mon oreille. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour à toi aussi, maman, ai-je répondu calmement, en buvant une gorgée de vin. Ne fais pas l'innocent. Sa voix bouillonnait de rage. Raphaël vient d'arriver chez toi avec le camion de déménagement, et il y a déjà une autre famille qui habite là-bas. Ils disent qu'ils ont acheté la maison il y a 2 semaines. C'est exact, ai-je confirmé. Les Anderson, un couple charmant. Ils ont 2 enfants adolescents. Ils ont fait une très bonne affaire.
Un silence écrasant a suivi. Puis elle a finalement parlé. Donc, tu as vendu ta maison sans rien dire à personne. Sa voix tremblait de colère. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi déloyal? J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Déloyal. J'ai laissé échapper un petit rire sarcastique. C'est toi qui dis ça, alors que tu comptais m'évincer de ma propre maison sans même me demander mon avis. De nouveau, le silence. Puis, sur un ton plus bas, presque glacial, elle a demandé. Où es-tu, Massia? À Monterrey. J'ai été promu. Je suis désormais comptable senior dans la succursale de l'entreprise ici. À Monterrey. Sa voix s'est brisée. Alors tu es juste parti sans même nous dire au revoir, sans rien dire à personne. À peu près comme quand vous avez décidé de me mettre à la porte de chez moi sans me demander mon avis, ai-je répliqué. C'est différent, a-t-elle insisté. Nous sommes ta famille, nous avions besoin de ton aide. Non, maman, ai-je répondu d'une voix ferme. Raphaël et Amanda avaient besoin qu'on les sauve de leurs erreurs. Et au lieu de les rendre responsables, vous avez décidé que, comme toujours, ce serait moi qui me sacrifierais. Ce n'est pas juste. En effet, ça ne l'est pas. Ma voix est devenue plus froide. Toute ma vie, ça a été Raphaël d'abord, Massia ensuite. Quand on avait besoin de vêtements pour l'école, Raphaël avait les meilleurs. Quand nous avions des événements le même jour, vous alliez à ceux de Raphaël. Quand grand-père est mort, Raphaël a eu la grande maison parce que tu l'as supplié de la lui laisser. Et maintenant que Raphaël a tout foutu en l'air, que lui et Amanda ont gaspillé jusqu'au dernier centime dans un investissement ridicule, la solution que vous trouvez, c'est de me retirer la seule chose que j'avais construite moi-même, ma maison. Le silence a duré un moment. J'ai presque cru qu'elle avait raccroché. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était froide, comme je ne l'avais jamais entendue. Je ne sais pas à qui tu penses parler, jeune homme, mais je reste ta mère. Elle a marqué une pause. Et à partir de ce jour, je ne te considère plus comme mon fils. Je m'étais préparé à la colère, à la manipulation, au chantage affectif. Mais ça, c'était autre chose. Ça faisait plus mal que je ne l'aurais cru. Je pense que nous savons tous les deux que, pour toi, ça a toujours été comme ça, maman, ai-je dit à voix basse. Ah, et j'arrête aussi les virements mensuels. Les $600 que j'envoyais pour aider Raphaël et sa famille, c'est terminé. De nouveau, elle a gardé le silence et j'ai presque pu entendre les rouages de son esprit s'entrechoquer, sa colère contre son besoin de mon argent. Nous ne voulons pas de ton argent, a-t-elle fini par dire, mais sans conviction. Très bien, car vous n'en aurez plus. Au revoir, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai ensuite bloqué son numéro, puis ceux de mon père, de Raphaël et d'Amanda, définitivement. Presque immédiatement, mon téléphone s'est mis à vibrer à nouveau. Des messages et des appels de numéros inconnus, Raphaël utilisant sans doute le téléphone de papa, maman m'écrivant depuis celui d'une amie, etc. Je l'ai éteint complètement et j'ai fini mon verre de vin dans un silence enfin apaisant. Le lendemain, j'ai acheté un nouveau téléphone avec un nouveau numéro. Je ne l'ai partagé qu'avec mes amis proches, mes nouveaux collègues et quelques membres de la famille en qui j'avais confiance, comme ma tante Patricia, qui m'a envoyé un magnifique bouquet de fleurs pour me féliciter quand je lui ai raconté ce que j'avais fait. Les semaines ont passé et j'ai prospéré dans mon nouveau travail. Je me suis fait de nouveaux amis, je suis sorti à quelques rendez-vous, rien de sérieux. Surtout, j'ai enfin vécu selon mes propres termes, sans plus subir le poids des attentes familiales. Parfois, je pensais à eux, à Raphaël et sa famille, toujours chez mes parents, à se demander si l'investissement avait fini par aboutir, ce dont je doutais, si maman et papa continuaient à couvrir toutes leurs dépenses, s'ils repensaient un jour à la façon dont ils m'avaient traité, s'ils avaient des regrets. Mais la plupart du temps, je ne pensais pas à eux. Un dimanche matin, alors que je profitais de mon café sur mon balcon, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu avec l'indicatif de ma ville natale. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allô? Salut, Massia, c'est ta cousine Béatrice. J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai eu ton numéro par tante Patricia. Je pense que tu devrais savoir ce qui se passe ici. J'ai senti un pincement au cœur. Qu'est-ce qui se passe? Raphaël et sa famille vivent toujours chez tes parents, a-t-elle expliqué. Ils ont de gros problèmes financiers. L'investissement était une arnaque. Gustavo est parti avec tout l'argent il y a déjà des mois. Ça ne me surprend pas, ai-je murmuré. Tes parents aussi sont en difficulté. Les factures s'accumulent, parce qu'ils entretiennent 4 personnes de plus. Ton père a même dû reprendre un petit boulot à mi-temps dans une quincaillerie. Elle a marqué une pause. Je ne te dis pas ça pour que tu les aides. Au contraire, tout le monde dans la famille commente à quel point tu as été avisé de partir quand tu l'as fait. Elle a hésité.
Même ta mère a avoué à la mienne qu'il n'aurait jamais dû essayer de te prendre ta maison. Après avoir raccroché, je suis resté un long moment sur mon balcon, à observer la ville en contrebas. Je n'éprouvais aucune satisfaction à l'idée de leurs difficultés, mais pas de culpabilité non plus. Ils avaient fait leur choix, et moi j'avais fait les miens. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi ma propre personne, et je n'étais plus prêt à jouer les seconds rôles. Le téléphone est resté dans ma main quelques secondes après la fin de l'appel. Bien que je sache que j'avais fait le bon choix, j'éprouvais un étrange sentiment d'achèvement, comme un chapitre définitivement clos. Je ne culpabilisais pas, mais ça faisait quelque chose de savoir que ma mère avait reconnu, même en privé, qu'ils avaient fait une erreur. En fin de compte, j'ai toujours su que ça finirait comme ça. Pour eux, j'étais la valeur sûre, la ressource inépuisable, la personne qu'on pouvait mettre en veilleuse parce qu'au final, je finirais toujours par céder. Sauf que cette fois, je ne l'ai pas fait. J'ai pris une profonde inspiration et je suis retourné à mon appartement. J'avais d'autres choses à faire. Mon nouveau travail se passait bien, ma vie était en ordre et, pour la première fois depuis des années, je n'avais plus à me soucier des besoins de qui que ce soit d'autre que moi-même. Les mois ont passé, et j'ai eu de moins en moins de nouvelles de ma famille. Après ce coup de téléphone de Béatrice, je ne me suis plus renseigné. Si quelqu'un les mentionnait, je changeais de sujet. Je n'avais plus envie de savoir. Mais le destin s'amuse parfois à nous confronter au passé quand on s'y attend le moins. Presque un an après mon déménagement, je les ai revus. J'étais en déplacement professionnel et j'ai décidé de faire une courte halte dans ma ville d'origine. Non pas parce qu'elle me manquait, loin de là, mais parce que j'avais besoin de constater quelque chose de mes propres yeux, mon ancienne maison. J'ai roulé jusqu'au quartier, un peu nostalgique, mais soulagé. En arrivant à l'angle de la rue, je me suis garé à une certaine distance pour observer. Ce n'était plus chez moi, les nouveaux propriétaires avaient repeint la façade, transformé le jardin, mis leurs propres meubles sur le perron. La maison avait une autre vie, et moi, je n'ai rien ressenti du tout. C'était comme regarder un chapitre de mon histoire sans importance. Mais avant de repartir, j'ai aperçu quelqu'un traverser la rue au loin, ma mère. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux autrefois toujours soignés étaient en bataille, et ses vêtements, simples, loin de l'élégance qu'elle aimait afficher. Elle ne m'a pas vu. Je l'ai regardée se diriger vers la maison de mes parents, celle où habitaient désormais 5 personnes. Depuis la voiture, j'ai observé la façade. La maison était abîmée, le jardin mal entretenu, les murs rongés par l'humidité. Ils étaient donc toujours là, ce qui ne signifiait qu'une chose. Raphaël n'était pas parvenu à se relever. S'il y était encore, c'est qu'il comptait toujours sur mes parents pour tout payer. La curiosité a fini par l'emporter. Je suis allé à un petit supermarché du quartier. J'ai pris une bouteille d'eau et je suis allé en caisse. C'est alors que je l'ai vu, mon père. Il était derrière la caisse, en train de travailler. Ma cousine avait dit vrai. Il avait repris le travail pour joindre les deux bouts et entretenir Raphaël et sa famille. Il ne m'a pas remarqué, et je n'ai rien fait pour qu'il me voie. J'ai juste payé et je suis sorti. Ce jour-là, j'ai compris l'étendue de la situation. Raphaël n'avait jamais retrouvé d'emploi digne de ce nom après avoir perdu toutes ses économies dans la fraude de Gustavo. Il avait essayé divers petits boulots, sans succès. Lui et Amanda n'avaient pas de revenus stables. Le pire, c'est qu'ils n'avaient jamais tenté de s'en sortir par eux-mêmes. Il était plus simple de rester là où ils étaient, se faire prendre en charge. Quant à maman, elle n'avait plus le temps d'entretenir les apparences, trop occupée à payer les dettes, à négocier des délais et à faire durer l'argent le plus possible. Mon père, usé, travaillait à remplir des sacs dans une boutique pour payer les factures élémentaires. Et Raphaël, l'enfant brillant, celui qui méritait plus, ne faisait rien. Il vivait exactement comme ma mère avait voulu que je vive, c'est-à-dire dépendant, piégé. Sauf que moi, j'avais choisi de partir. Je n'ai pas ressenti de pitié ni le désir de creuser davantage. J'ai quitté la ville sans parler à personne et je suis retourné à ma vie, mon travail et mes propres réussites, celles que j'avais obtenues tout seul. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis parti. Je n'ai plus jamais parlé à ma famille. Je sais, grâce à Béatrice, que jamais mes parents n'ont vraiment retrouvé de stabilité financière. Les dettes ont continué de s'accumuler. La maison où ils vivent est dans un état presque insalubre, au bord de s'écrouler. Mon père, épuisé, a finalement dû arrêter de travailler pour raison de santé. Ma mère, désespérée, a fini par reconnaître qu'elle n'aurait pas dû faire de Raphaël sa priorité absolue. Mais ce qu'il y a de plus ironique, c'est que Raphaël et Amanda vivent toujours là, tels des parasites dans la maison de mes parents, à attendre que la situation s'améliore d'elle-même. Pendant ce temps, moi, je continue de construire la meilleure vie qui soit. Mon travail m'a ouvert de nouvelles opportunités, mon cercle d'amis s'est agrandi et surtout, je n'ai plus jamais été relégué à la 2e place de ma propre histoire. Ils ont fait leur choix, j'ai fait les miens,
et le meilleur de tous a été de couper les ponts avec ceux qui ne m'ont jamais considéré comme une priorité. Au final, la seule personne qui puisse garantir votre réussite, c'est vous-même.